que nous avions enterré Marguerite. Durant ces 7 jours, je n'avais pas dormi plus de 3 heures d'affilée. J'avais oublié de prendre mon petit déjeuner à 2 reprises. Je m'étais retrouvé un matin sous la douche jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau chaude, et c'est le froid qui m'avait finalement ramené à la réalité. Rien de tout cela n'importait à l'homme qui gravissait les marches de mon perron avec une sacoche en cuir sous le bras. Il s'appelait Thierry et il avait épousé ma fille Sandrine il y a 8 ans, lors d'une cérémonie que Marguerite avait passé 14 mois à organiser. J'avais conduit Sandrine à l'hôtel en essayant de ne pas remarquer la façon dont Thierry passait la majeure partie de la réception à discuter avec son associé dans un coin. Marguerite, elle, l'avait remarqué. Elle remarquait toujours tout. J'ouvris la porte avant même qu'il ne frappe. Lucien. Il entra sans attendre d'y être invité, ce qui avait toujours été sa manière de faire. Je suis content que tu sois debout, j'étais inquiet. J'avais 74 ans, je n'étais pas cloué au lit. Je suis debout, dis-je. Sandrine entra derrière lui, et elle eut au moins la décence de me serrer correctement dans ses bras, de presser son visage contre mon épaule un instant, comme elle le faisait quand elle avait 8 ans et qu'elle avait peur des orages. Je la tins un peu plus longtemps qu'elle ne s'y attendait. « Papa, dit-elle doucement, comment vas-tu ? » Je m'en sors. Thierry traversait déjà le hall d'entrée vers le salon, observant la maison comme un promoteur immobilier examine un projet de rénovation, calculant mentalement, inventoriant chaque détail. Marguerite et moi avions construit cette maison nous-mêmes au sens propre du terme. Nous avions choisi chaque carreau de carrelage, chaque luminaire, chaque nuance de peinture. Nous avions acheté le terrain au Vésinet en 1986, quand la banlieue était encore à moitié composée de vergers, et nous avions planté chaque arbre du jardin de nos propres mains. L'érable argenté près de la clôture était plus vieux que Sandrine. La maison était estimée à 1 800 000 €, et chaque membre de ma famille semblait connaître ce chiffre par cœur, sauf moi. Je ne l'avais jamais considéré comme de l'argent. C'était simplement mon foyer. Nous nous sommes assis dans le salon, tous les trois. J'ai préparé du café parce que Marguerite préparait toujours le café, et j'avais besoin de faire quelque chose de mes mains. Sandrine était assise sur le bord du canapé, les doigts entrelacés, ce qu'elle faisait toujours quand elle était mal à l'aise. Thierry posa sa sacoche sur la table basse et l'ouvrit. « Lucien, nous voulons te parler de ta situation, dit-il. »« Ma situation. Tu es seul maintenant dans une maison de 5 pièces sur un grand terrain, dans un quartier qui a complètement changé autour de toi. La réalité pratique est que cette propriété demande plus d'entretien qu'une personne seule ne peut raisonnablement assumer. J'ai regardé ma fille. Elle fixait ses mains. Les gouttières ont été nettoyées en septembre, ai-je dit. La chaudière a été révisée en octobre. J'ai fait inspecter la toiture il y a 2 ans, et elle a encore au moins 10 ans devant elle. Marguerite tenait un carnet d'entretien dans le tiroir de la cuisine si vous voulez le consulter. Thierry sourit de ce sourire que les hommes affichent quand ils pensent que vous n'avez pas compris l'essentiel. Ce n'est pas une question de gouttière, Lucien. C'est une question de vue d'ensemble. Tu as presque 75 ans. Tu es en deuil. Tu es isolé ici. Sandrine s'inquiète pour toi en permanence. Sandrine leva les yeux à ce moment-là et je ne parvins pas tout à fait à lire son expression. Ta mère est morte il y a 11 jours, lui ai-je dit directement. Je suis censé être triste. Bien sûr, dit-elle rapidement. Papa, personne ne dit le contraire, intervint Thierry. Ce que nous disons, c'est qu'il existe de meilleures options, des résidences seniors pour retraités actifs. D'excellentes résidences, en fait. Il y en a une nouvelle à Saint-Germain-en-Laye, une autre près d'Aix-en-Provence avec toutes les commodités, un soutien médical sur place, plus de soucis de propriété, et franchement, le produit de la vente de cette maison financerait une vie très confortable pendant très longtemps. J'ai versé le café et je n'ai rien dit pendant un moment. Marguerite n'est pas encore froide dans la terre, ai-je dit. L'expression de Thierry ne changea pas. Je sais que le moment est difficile, Lucien, mais le marché est très porteur en ce moment, et je voudrais que tu partes, ai-je dit. Sandrine se leva. Papa, pas toi, Thierry. Je l'ai regardé calmement. Je voudrais que Thierry parte. Tu peux rester, Sandrine. Tu peux boire ton café et nous pouvons discuter, mais je veux qu'il sorte de ma maison. Le silence s'étira assez longtemps pour que Thierry finisse par refermer sa sacoche, se lève et sorte. La porte d'entrée se referma derrière lui sans un bruit.
Sandrine se rassit et nous avons écouté sa voiture reculer dans l'allée. Il part d'une bonne intention, finit-elle par dire. Il pense à ton héritage, ai-je répondu, sans méchanceté. Il y a une différence. Elle tressaillit et je ressentis une pointe de culpabilité. Sandrine n'était pas une mauvaise personne. C'était une femme bien qui avait passé 8 ans à être lentement façonnée par un homme qui mesurait tout en termes de retour sur investissement. J'avais regardé cela arriver et je m'étais dit que c'était trop peu, trop tard. Je ne vais nulle part, lui ai-je dit. Pas maintenant. Pas tant que j'essaie encore de comprendre comment préparer une cafetière sans en faire automatiquement pour deux. Elle se mit alors à pleurer silencieusement et nous sommes restés assis ensemble jusqu'à ce que le café devienne froid. Après son départ, je suis monté à l'étage dans la petite pièce au bout du couloir que Marguerite utilisait comme bureau et atelier de couture, son refuge contre le monde. Cela sentait elle. Les sachets de cèdre qu'elle gardait dans le tiroir de son bureau, la laine particulière de la couverture inachevée toujours posée sur le bras de son fauteuil. Je me suis assis à son bureau et j'ai ouvert le tiroir inférieur droit. Marguerite m'avait montré l'enveloppe 3 semaines avant sa mort, lors d'un de ces après-midi où elle était encore lucide, alerte et d'une franchise caractéristique. Ne l'ouvre pas avant la fin, avait-elle dit. Et ne les laisse pas te presser. Promets-le-moi. J'avais promis. L'enveloppe était de format standard, de couleur crème, avec mon nom écrit de sa main. L'écriture d'une femme qui avait été institutrice pendant 22 ans avant de prendre sa retraite, et qui formait encore chaque lettre avec soin. À l'intérieur se trouvaient 4 éléments. Une lettre pliée, un acte de propriété, un document de notre notaire nommé Maître Isabelle Roche, et une photographie. La photo représentait un lac, une eau calme reflétant des sapins et une bande de ciel pâle, un ponton en bois s'avançant depuis une petite rive rocheuse. Au loin, un toit rouge était tout juste visible à travers les arbres. Je l'ai retourné. Au dos, de cette même écriture appliquée, il était écrit Lac Noir, l'Aubrac, à nous, 2011. Je te le réservais. J'ai lu la lettre 2 fois avant de m'autoriser à en assimiler le contenu. Elle avait acheté la propriété à l'automne 2011 lors d'un voyage dans le sud de la France qu'elle avait fait avec sa sœur Dorothée. Je me souvenais de ce voyage. J'étais resté à la maison pour m'occuper de Sandrine, qui traversait une première année de mariage difficile dont aucun de nous ne parlait directement. Marguerite était revenue de l'Aubrac plus silencieuse qu'à son départ. Songeuse d'une manière sur laquelle je n'avais pas insisté. Ce que je n'avais pas su, ce que personne n'avait su, c'est qu'elle avait utilisé l'argent de la succession de son père pour acheter une petite propriété au bord de l'eau près de la Guiole. Son père était mort en 2010 et lui avait laissé une somme dont elle ne m'avait jamais mentionné le détail. Nous avions toujours eu nos propres finances depuis le début de notre mariage, des comptes joints pour les dépenses du ménage, des comptes séparés pour l'épargne personnelle, un arrangement qui nous convenait à tous les deux et que nous n'avions jamais eu de raison de remettre en question. La propriété comprenait un chalet de 3 pièces, un poêle à bois, une terrasse fermée face à l'eau. Elle avait engagé un homme du coin nommé Gilles pour l'entretenir, et elle s'y était rendue 4 fois au fil des ans. Toujours quand j'étais au tournoi de rugby de notre petit-fils ou en voyage de pêche avec mon ami Raymond. Je ne l'avais pas su, pas une seule fois. Tu as toujours dit que l'Aubrac était l'endroit où tu irais si tu pouvais aller n'importe où, disait sa lettre. Tu l'as dit quand nous avions 24 ans et que nous traversions la France, nous nous étions arrêtés à un belvédère et tu avais dit que c'était là que tu resterais. Je n'ai jamais oublié. J'observe la façon dont Thierry regarde cette maison depuis 3 ans. Il la regarde comme un homme regarde quelque chose dont il a déjà décidé que cela lui appartenait. Et Sandrine le laisse faire parce qu'elle est fatiguée et parce qu'elle l'aime, même s'il n'est pas toujours facile à aimer. Je comprends cela. J'ai moi-même laissé passer des choses au fil des ans. Mais toi, Lucien, je ne les laisserai pas te gérer. Tu as encore de la vie devant toi, et tu vas la vivre selon tes propres termes, pas les leurs. Le chalet est à toi. Il est payé. Gilles a été payé jusqu'à la fin de l'année prochaine et son numéro est dans les documents. La maison du Vésinet est à toi aussi. Fais-en ce que tu veux, mais ne les laisse pas t'imposer un calendrier qui leur convient à eux plutôt qu'à toi. Isabelle a tout mis en ordre. Elle conserve l'acte depuis 2 ans, attendant que je lui dise de te le remettre. Si tu as besoin de partir, pars. Si tu veux rester, reste. L'important est que tu choisisses. Il y a encore une chose. Isabelle a mon testament mis à jour. J'ai légué la maison du Vésinet à Benoît,
pas à Sandrine. Je sais que c'est difficile à lire, mais j'y ai longuement réfléchi et je te demande de faire confiance à mon jugement. Benoît voit les choses comme nous les voyons. Il l'a toujours fait. Benoît était mon neveu, le fils de mon frère cadet Étienne. Il avait 26 ans et travaillait pour une association à Lyon qui restaurait les espaces verts urbains. Il avait grandi dans un petit appartement avec Étienne, qui n'avait jamais eu beaucoup d'argent et qui n'avait jamais semblé troublé par ce fait. Benoît nous avait souvent rendu visite quand il était adolescent, avait aidé Marguerite à planter le potager un été, et lui avait écrit ensuite un mot de remerciement manuscrit qu'elle avait gardé sur son tableau d'affichage pendant des années. À l'enterrement de Marguerite, il était arrivé tôt, avait aidé à porter les chaises, était resté jusqu'à la fin et avait fait la vaisselle sans qu'on le lui demande. Sandrine et Thierry étaient partis tôt de la réception parce que Thierry avait une conférence téléphonique. Je suis resté assis avec la lettre de Marguerite pendant un long moment dans le calme de son bureau. Je suis resté jusqu'à ce que la pièce soit plongée dans l'obscurité sans que je m'en aperçoive, car j'étais ailleurs, revenu sur ce belvédère à 24 ans avec une femme que je connaissais depuis 8 mois et avec qui je savais déjà que je passerais ma vie. Elle avait écouté, toutes ces années plus tard, elle avait écouté, s'était souvenue et avait agi. J'ai appelé maître Isabelle Roche le lendemain matin. C'était une femme petite et précise d'une 60aine d'années qui s'occupait de notre planification successorale depuis 15 ans et qui portait le même style de lunettes en écaille depuis notre première rencontre. Elle m'a dit de venir à 14 h et quand je suis arrivé, elle avait tout étalé sur sa table de conférence dans des dossiers propres et étiquetés. Votre femme était méticuleuse, dit-elle, ce qui était à la fois exact et un euphémisme. Peuvent-ils contester le testament? Sandrine peut essayer. Mais la propriété dans l'Aubrac a été achetée entièrement avec les fonds d'héritage propres de Marguerite et enregistrée uniquement à son nom avant qu'elle ne vous la transfère. Il n'y a aucun argument de bien matrimonial. La maison du Vésinet est plus complexe. Elle était détenue en copropriété, mais la part de Marguerite vous revient intégralement, ce qui signifie que vous en êtes désormais le seul propriétaire. Ce que vous choisissez d'en faire est votre seule décision. Qu'en est-il du Nouveau Testament, léguant la maison à Benoît à terme? Sandrine pourrait le contester, mais elle aurait peu d'arguments. Marguerite a été évaluée par son médecin il y a 6 mois, précisément parce qu'elle anticipait cela. L'évaluation a confirmé sa pleine capacité. Elle a été rigoureuse. Isabelle s'autorisa un léger sourire. Elle est venue sans que vous le sachiez. Elle m'a dit qu'elle voulait que tout soit blindé. Bien sûr qu'elle l'avait fait. Thierry a mentionné une évaluation de compétences. Il a dit qu'ils avaient parlé à un avocat. Isabelle me regarda fixement. Lucien, vous avez un appel manqué dans vos dossiers auxquels vous avez répondu le jour même. Vous gérez vos finances, votre maison et vos propres affaires. Vous êtes en deuil, ce qui est une réaction humaine normale après la perte d'une épouse de 41 ans. Ce n'est pas la même chose, et aucun évaluateur légitime ne les confondrait. Je suis rentré chez moi par un chemin différent de d'habitude. En passant par la partie ancienne du Vésinet, devant l'école primaire où Sandrine était allée et où j'avais été bénévole pendant 3 ans pour la bibliothèque. Devant la salle communale où Marguerite avait organisé le comité de quartier pendant 8 ans. Devant la pépinière où nous avions acheté l'érable argenté alors qu'il n'était qu'un jeune plant. Je me suis arrêté à la pépinière. J'ai acheté un sac de bulbes, des tulipes et des crocus, parce que les parterres de devant avaient besoin de quelque chose et parce que Marguerite aurait déjà été en train de planifier le printemps. Les visites de Sandrine et Thierry reprirent la semaine suivante. Ils étaient plus coordonnés maintenant, plus prudents. Thierry n'est plus entré, mais Sandrine est venue seule un après-midi avec un résumé imprimé d'un consultant en résidence senior qu'elle avait apparemment engagé. Je l'ai écouté le parcourir. J'ai regardé les photographies de salles à manger lumineuses et d'activités organisées. Maman est partie depuis 3 semaines, ai-je dit. Je sais, papa. Je sais, mais nous devons être pragmatiques. Pragmatiques à propos de quoi exactement? Du fait que je dors, que je mange, que je prends mes médicaments, que j'entretiens la maison, que je vois mes amis. Quelle est l'urgence? Elle hésita. Tu es seul. Je ne suis pas seul. J'ai Raymond. J'ai Dorothée. J'ai les voisins. J'ai Benoît, qui était ici samedi pour m'aider à empiler du bois de chauffage. Je l'ai regardé. Je tais-toi, si tu voulais bien me rendre visite pour de vrai au lieu de me présenter des diaporamas. Elle pleura encore.
Sandrine a beaucoup pleuré ces semaines-là, ce qui signifiait pour moi que quelque chose travaillait en elle, même si elle ne pouvait pas encore le nommer. Thierry passa à la vitesse supérieure. Il appela 2 fois, envoya un courriel décrivant ce qu'il qualifiait de calendrier réaliste pour l'optimisation des actifs et parla à mon frère Étienne, espérant apparemment qu'Étienne ajouterait de la pression. Étienne m'appela après, déconcerté. « Il veut que je te convainque de vendre ta maison, » dit Étienne. Je lui ai répondu que je convaincrais plus facilement un poteau de clôture. J'ai apprécié cela. Puis vint le dimanche après-midi où je suis rentré d'une promenade pour trouver la voiture de Thierry dans mon allée et Thierry lui-même debout sur mon perron avec un autre homme que je ne reconnaissais pas. L'autre homme avait un mètre ruban. Je me suis tenu sur le chemin devant eux et je les ai regardés. « Thierry, ai-je dit, descends de mon perron. »« Lucien, voici Brendan. C'est un consultant en mise en valeur immobilière. Il était juste en train de... Je n'ai invité personne sur cette propriété. Partez. Tu es déraisonnable. Nous essayons de t'aider. Vous vous tenez sur ma propriété sans ma permission, effectuant des évaluations que je n'ai pas autorisées. Ce n'est pas de l'aide. C'est une violation de domicile. » J'ai regardé Brendan. « Je suis désolé qu'on vous ait donné une fausse impression de la situation. Je vous suggère de partir. » Brendan partit. Thierry resta assez longtemps pour me dire que je rendais les choses beaucoup plus difficiles qu'elles ne devaient l'être, que Sandrine était épuisée, que la fenêtre pour le marché actuel ne durerait pas éternellement. Je me suis tenu au bas des marches de mon perron et je l'ai laissé finir. « Je pars dans l'Aubrac dans 2 semaines, ai-je dit. Je serai parti pour 1 mois pour commencer. D'ici mon retour, j'aimerais que vous compreniez tous les deux que ma maison n'est pas à vendre et que mes décisions ne sont pas soumises à votre avis. » Il me dévisagea. « Tu vas dans l'Aubrac. J'ai un chalet au bord d'un lac, ai-je dit. Ma femme me l'a laissé. » L'expression qui traversa son visage, le calcul rapide suivi immédiatement par le recalibrage. La réalisation qu'il y avait un actif dont il n'avait pas eu connaissance était une chose que je n'oublierai pas. C'était clarifiant dans sa laideur. « Combien ça vaut ?» demanda-t-il. « Au revoir, Thierry, ai-je dit. » J'ai appelé Gilles le lendemain matin. Il avait une voix basse, tranquille, et parlait avec un accent local que j'ai trouvé immédiatement réconfortant. Il m'a dit que le chalet était en bon état, qu'il avait réparé une section du ponton l'été précédent, que le poêle à bois avait été révisé, qu'il y avait une famille de hérons sur le lac qui revenait depuis des années. « Votre femme, dit-il prudemment. Elle parlait de vous. Elle disait que vous viendriez finir par venir. Elle avait l'habitude d'avoir raison, ai-je dit. C'était une femme prévoyante, dit Gilles. Elle m'a posé beaucoup de questions sur l'état des routes en hiver, sur la clinique la plus proche, sur les voisins. Elle voulait savoir que tout était bien avant votre arrivée. J'ai dû m'asseoir un moment après avoir raccroché. J'ai parlé du chalet à Benoît lors d'un dîner la semaine suivante. Je l'avais invité et je lui avais parlé du testament, des souhaits de Marguerite, de la maison qui lui reviendrait un jour. Il devint très silencieux. « Oncle Lucien, dit-il, c'est je ne peux pas. Avant que tu ne protestes, ai-je dit, je veux te dire ce qu'elle a écrit. Elle a écrit que tu vois les maisons comme des foyers, que tu l'as toujours fait. Elle pensait que cela importait. » Il resta silencieux pendant un long moment, poussant sa nourriture dans son assiette. Puis il dit, « Quand j'avais 14 ans, je suis resté ici pendant 2 semaines en été pendant que papa était à l'hôpital. Tante Marguerite et moi avons planté les bacs potagers à l'arrière. Elle m'a laissé concevoir la disposition. J'ai passé la moitié de la nuit à dessiner le plan. » Il leva les yeux. « J'ai repensé à cet été probablement 100 de fois depuis. Elle a gardé ton mot de remerciement sur son tableau d'affichage pendant 11 ans, ai-je dit. » Il serra les lèvres et hocha la tête. « Il y a une condition, lui ai-je dit. Les bacs doivent rester. Le potager, les roses, tout. Tu peux changer tout le reste dans la maison, mais le jardin est à elle. Je l'agrandirai, dit-il. » Je suis parti dans l'Aubrac un vendredi d'avril, ce que Marguerite m'aurait dit être trop tôt pour des conditions routières fiables sur les plateaux, et elle aurait eu globalement raison. J'ai rencontré une plaque de givre près de la Guiole et j'ai corrigé calmement, sentant les vieux réflexes tenir bon. Gilles m'a accueilli sur la propriété et m'a tout montré. Le chalet était petit, lambrissé de bois et sentait la fumée de bois et la pierre froide. Le lac était encore partiellement gelé,
gris argenté dans la lumière de l'après-midi, les sapins noirs contre un ciel qui commençait tout juste à penser au printemps. Un couple de canards se déplaçait le long du chenal d'eau libre près du ponton. Il avait laissé du bois de chauffage empilé sur la terrasse, des courses dans la cuisine, un mot sur la table en lettres capitales soignées. « Bienvenue, Gilles. » J'ai allumé un feu et je suis resté assis devant pendant un très long moment. Il y a une qualité spécifique au silence près de l'eau qui est différente de tout autre silence. Marguerite le savait, et elle avait gardé ce silence en réserve pour moi pendant 13 ans, le soignant, l'entretenant, attendant le moment où j'en aurais le plus besoin. J'en avais besoin. J'ai passé la première semaine à faire très peu de choses. J'ai marché le long de la rive. J'ai cuisiné des repas simples. J'ai lu 2 livres que je voulais lire depuis des années. J'ai regardé la glace se briser jour après jour, le lac s'ouvrant progressivement du centre vers l'extérieur, les oiseaux revenant par petits groupes. Le 6e jour, les hérons sont apparus, exactement comme Gilles l'avait promis. J'ai plus pleuré durant cette première semaine que je ne l'avais fait depuis l'enterrement, mais c'était des pleurs différents, plus sains d'une certaine manière, sans le bruit de fond de la pression, des attentes et des agendas des autres. Juste du chagrin. Faisant ce que le chagrin fait quand on lui donne de l'espace. Sandrine a appelé le 9e jour. J'ai répondu. Thierry et moi nous séparons, dit-elle. J'ai attendu. J'ai réfléchi à beaucoup de choses. À ce dans quoi je l'ai laissé me pousser, à la façon dont j'ai été avec toi après la mort de maman. Elle était très contrôlée, ce qui était sa façon de pleurer maintenant, alors que lorsqu'elle était enfant, elle laissait tout sortir d'un coup. J'ai honte de la façon dont j'ai agi. Tu étais dans une situation difficile, ai-je dit. J'ai choisi d'y être, pourtant. J'ai continué à le choisir. Un silence. Papa, où es-tu? Assis sur un ponton dans l'Aubrac, ai-je dit. Ta mère m'a acheté un chalet au bord d'un lac. Un long silence, puis un son qui était presque un rire. Bien sûr qu'elle l'a fait. Elle voyait les choses clairement, ai-je dit. Elle le faisait toujours. Puis-je venir te voir? Pas encore. Quand tu seras prête. Je veux juste savoir si c'est possible. J'ai regardé le lac. Une branche de sapin s'est inclinée sous le vent léger venant de l'eau. Les oiseaux s'appelaient sur l'eau libre. Ce son qui porte tout ce qui est solitaire, sauvage et à la maison tout à la fois. Oui, ai-je dit. Viens en juin. La glace sera complètement partie d'ici là, et la pêche est bonne. Elle est venue en juillet, finalement, parce que sa séparation a pris plus de temps que prévu à gérer. Elle est arrivée seule avec un sac trop petit pour plus de quelques jours et elle est restée au bout du ponton pendant un long moment avant d'entrer. Je l'observais depuis la terrasse. Elle avait la façon de sa mère de rester immobile quand elle réfléchissait intensément. Nous avons eu 3 jours qui ont été meilleurs que tout ce que nous avions réussi à vivre depuis des années. Nous avons pêché et nous n'avons pas attrapé grand-chose et nous nous en fichions. Nous sommes allés en ville pour les courses et elle parlait plus de patois local que je ne l'aurais cru. Nous nous sommes assis sur la terrasse le soir et nous avons parlé de Marguerite comme je n'avais pu le faire avec personne d'autre. Les détails ordinaires et spécifiques, la façon dont elle fredonnait en cuisinant, les expressions particulières qu'elle faisait quand elle essayait de ne pas rire, la façon dont elle avait classé ses épices par ordre alphabétique mais refusé par principe de classer quoi que ce soit d'autre. Elle préparait cet endroit pour toi tout ce temps, dit Sandrine un soir. Toutes ces années, elle savait. Elle faisait attention, ai-je dit, elle a fait attention pendant 41 ans et elle savait ce dont j'aurais besoin avant même que je ne le sache moi-même. Sandrine était silencieuse. J'ai arrêté de faire attention. J'ai laissé Thierry fixer l'ordre du jour et j'ai simplement suivi. Elle me regarda. Je me disais que c'était pragmatique, que j'étais réaliste, mais en réalité, je ne voulais pas trop réfléchir à ce que je voulais vraiment. Qu'est-ce que tu veux vraiment, ai-je demandé. Elle réfléchit longtemps. Je veux faire un travail qui a du sens. Je suis dans le marketing depuis 15 ans et je suis doué pour ça, mais je ne m'en soucie pas. Elle secoua la tête. Je veux découvrir ce que je pense vraiment au lieu de ce qu'il est pratique de penser. C'est un bon début, ai-je dit. Ce ne fut pas une réparation rapide. Cela ne pouvait pas l'être. Les mois qui ont suivi la mort de Marguerite m'avaient montré quelque chose chez Sandrine que je ne pouvais pas ignorer, et elle le savait, et nous travaillions tous les deux avec prudence. Mais elle revint en septembre, et nous avons parlé plus honnêtement que nous ne l'avions fait depuis des années.
Et cette honnêteté, aussi inconfortable soit-elle, était un terrain plus solide que tout ce que nous avions eu auparavant. Benoît a emménagé dans la maison du Vésinet au printemps suivant, dans le studio au rez-de-chaussée. Au début, le temps de prendre ses marques, il envoyait des photographies chaque semaine, les bacs potagers nettoyés, les roses taillées, les bulbes de tulipes que j'avais achetées à l'automne sortant de terre juste à temps. Il avait organisé quelque chose qu'il appelait une bourse aux graines dans le jardin de devant, une rencontre le dimanche matin avec des voisins apportant des surplus de semis et des boutures. Madame Durand d'à côté avait donné des tubercules de dahlia. La famille d'en face avait apporté des herbes aromatiques. 20 personnes s'étaient présentées pour la première édition. Marguerite aurait été insupportablement ravie. Je partageais mon temps entre l'Aubrac et le Vésinet, suivant les saisons comme le faisaient les anciens du village, bougeant quand la météo changeait, restant sur place quand le lac était à son apogée. Gilles et moi étions devenus de véritables amis. Il m'a appris à pêcher sous la glace lors du premier hiver, ce que je pensais être misérable et qui s'est avéré extraordinairement paisible, assis dans une petite cabane sur le lac gelé, surveillant la ligne et discutant de rien d'urgent. J'avais trouvé un professeur de menuiserie à la retraite en ville nommé Fernand, qui organisait des séances informelles dans son garage le mardi matin, et qui avait le don particulier de vous faire sentir capable juste en vous montrant la bonne façon de tenir un outil. J'ai construit une table simple, puis un banc, puis une série d'étagères pour le chalet. Mes mains, qui avaient passé 40 ans à gérer des tableurs et des réunions de comité, ont découvert qu'elles savaient fabriquer des choses. Ce fut une révélation à 74 ans. C'était comme trouver une pièce dans une maison que l'on habite depuis toujours. Pour le premier anniversaire de la mort de Marguerite, j'étais au chalet. Sandrine a fait la route la veille et Benoît a pris le train depuis Lyon et Dorothée est venue avec son mari Robert et Gilles est venu avec une bouteille de cidre local et nous nous sommes assis sur la terrasse alors que le soleil se couchait sur l'eau. J'avais la dernière lettre de Marguerite avec moi. Isabelle l'avait gardée scellée et me l'avait envoyée avec l'instruction de ne l'ouvrir que pour l'anniversaire. Mon cher Lucien, si tu lis ceci au bord du lac, j'en suis heureuse. Si tu le lis ailleurs, c'est bien aussi. Tu as toujours trouvé ton propre chemin vers les choses, même quand tu prétendais avoir besoin de direction. Je veux que tu saches que je n'avais pas peur quand je planifiais tout cela. J'étais pragmatique, ce qui est différent. Je voulais savoir que tu irais bien. Et je ne pouvais pas le savoir à moins de faire quelque chose. Tu sais comment je suis. J'espère que tu as construit des choses. J'espère que tu as été dehors. J'espère que tu as trouvé des gens qui valent ton temps et que tu n'as pas laissé le chagrin te détourner d'être exactement qui tu es. Je veux dire quelque chose à propos de Sandrine. Ce n'est pas une mauvaise personne. Elle s'est perdue pendant un temps dans une vie qui ne lui correspondait pas et elle a fait des choix que j'ai trouvés difficiles à pardonner. Mais c'est ma fille et je pense qu'elle peut retrouver son chemin si on lui laisse l'espace pour le faire. Je te demande de lui laisser cet espace quand tu seras prêt. Non pas parce qu'elle le mérite immédiatement, mais parce que vous vous en porterez tous les deux mieux à long terme. Tu es doué pour ça. Tu es meilleur que tu ne le penses. Quant au reste, tu as plus de temps que tu ne le crois. Ne le gâche pas en ayant peur d'avoir besoin d'aide un jour. Utilise-le. Va quelque part. Construis quelque chose. Apprends quelque chose que tu as mis de côté. 75 ans n'est pas une fin. C'est juste un autre genre de début. Et tu as toujours été meilleur pour les débuts que tu ne te l'accordais. J'ai aimé notre vie, Lucien. Tout d'elle. Même les moments difficiles. Parce que les moments difficiles étaient avec toi. Maintenant, va créer quelque chose de nouveau. Tout mon amour, Marguerite. Je l'ai lu à haute voix pour tout le monde sur la terrasse. Le soleil était couché quand j'ai fini, et les premières étoiles étaient sorties au-dessus de l'eau. Personne ne dit rien pendant un moment, ce qui était exactement ce qu'il fallait. Sandrine tendit la main et prit la mienne. Plus tard, après que tout le monde se soit retiré, je suis resté seul avec le reste du cidre et j'ai regardé les oiseaux se poser sur l'eau pour la nuit. Quelque part dans les arbres, une chouette ulula une fois puis se tut. J'ai pensé à ce que Marguerite avait écrit. 75 ans n'est pas une fin. Elle avait 62 ans quand elle a acheté cette propriété. Elle était venue ici seule 4 fois en 13 ans, avait marché sur cette rive, s'était assise sur ce ponton, avait planifié et soigné et préparé, le tout sans jamais rien laisser paraître. Elle avait gardé cela en réserve avec la patience d'une personne qui sait que certaines choses demandent du temps.
Il y a des choses que je sais maintenant et que j'aurais aimé comprendre plus tôt. Des choses que je dirais à quiconque se trouvant là où je me trouvais durant ces premières semaines terribles après l'enterrement, quand le chagrin, la pression et la peur arrivent tous ensemble et qu'il devient difficile de les distinguer. Le chagrin n'est pas de l'incompétence. Être triste n'est pas la même chose qu'être incapable. Les gens qui vous aiment attendront que vous retrouviez votre équilibre. Les gens qui ne peuvent pas attendre n'attendaient jamais vraiment pour vous. Votre maison est la vôtre. Votre temps est le vôtre. Vos choix sont les vôtres. Personne n'a droit à votre autonomie simplement parce qu'ils partagent votre sang ou parce que le marché se trouve être porteur en ce moment ou parce que leurs propres ambitions nécessitent votre coopération. Et ceci, si quelqu'un dans votre vie a fait attention, a vraiment fait attention comme une personne le fait quand elle vous aime sans arrière-pensée, écoutez ce qu'elle a essayé de vous dire. La preuve de cette attention n'est parfois pas visible avant que vous n'en ayez le plus besoin. Marguerite a fait attention pendant 41 ans. Elle m'en a laissé la preuve dans un chalet lambrissé de cèdre au bord d'un lac dans l'Aubrac, dans une photographie glissée dans une enveloppe au fond du tiroir de son bureau. Dans un acte préparé en 2011 et conservé par une notaire qui portait des lunettes en écaille et disait que votre femme était méticuleuse. Elle l'était. Elle était méticuleuse et clairvoyante, et elle m'aimait assez pour planifier un avenir dans lequel elle ne serait pas, ce qui est le genre d'amour le plus spécifique et le plus difficile qui soit. J'ai 75 ans. Je me réveille la plupart des matins au son de l'eau et des oiseaux. Je construis des choses de mes mains. J'ai une fille qui devient lentement quelqu'un que je reconnais à nouveau. J'ai un neveu qui fait pousser des tomates dans un jardin qui appartenait à sa tante et qui m'envoie des photographies des résultats comme s'il rendait compte à quelqu'un qui a besoin de savoir. C'est ce qu'elle fait. Toutes les histoires ne se terminent pas proprement. Les blessures comme celles que ces mois ont laissées ne disparaissent pas. Elles font simplement partie de la texture d'une vie, de la même façon que le tissu cicatriciel le fait. Certains matins, je cherche une deuxième tasse à café avant de me souvenir. Certains soirs, la terrasse semble trop silencieuse. Certains jours, le chagrin arrive sans prévenir et je reste assis avec lui jusqu'à ce qu'il passe, ce qu'il fait toujours. Mais j'ai choisi cela. J'ai choisi ce lac et ce chalet et cette qualité particulière de silence. J'ai choisi de rester dans ma propre vie selon mes propres termes plutôt que d'être géré vers une version de celle-ci qui convenait à tout le monde sauf à moi. J'ai choisi de faire confiance à ce que Marguerite a construit pour moi quand elle était encore assez forte pour le construire. Ce choix est la chose que je voudrais le plus que quelqu'un d'autre entende s'il se trouve au milieu de ce que je traversais. Vous avez le droit de choisir. Peu importe la force de la pression, peu importe le nombre de brochures qui apparaissent sur votre table basse, peu importe le nombre de fois où quelqu'un présente votre chagrin comme une preuve de votre déclin, vous avez le droit de choisir. Marguerite dirait que je suis un peu moralisateur. Elle le dirait avec cette expression qu'elle avait, celle qui signifiait qu'elle avait raison, mais qu'elle allait me laisser finir quand même. Elle avait raison. Bien sûr, elle l'avait presque toujours, mais je vais continuer à le dire parce qu'elle n'est plus là pour le dire elle-même, et que quelqu'un pourrait avoir besoin de l'entendre aujourd'hui. Cette histoire me touche profondément car elle aborde un sujet souvent tabou dans nos sociétés modernes, la pression que l'on exerce sur nos aînés sous couvert de bienveillance. À travers le parcours de Lucien, on découvre que le deuil n'est pas une perte de capacité, mais une transition qui demande du respect et du temps. Marguerite, par sa prévoyance et son amour silencieux, nous montre que la véritable protection consiste à offrir la liberté de choisir, même après notre départ. C'est une belle leçon sur l'autonomie, l'héritage émotionnel et la force des liens familiaux qui se reconstruisent sur l'honnêteté plutôt que sur l'intérêt matériel. Dans un monde qui va toujours trop vite, prendre le temps de s'écouter et de respecter le rythme de chacun est essentiel. Et vous, qu'en pensez-vous? Trouvez-vous que les enfants ou les proches ont parfois tendance à trop s'immiscer dans les décisions de vie de leurs parents vieillissants, ou s'agit-il selon vous d'une protection